Donc, on va commencer par les tests et les autotests. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, hein, on répond à toutes vos questions, même si ce n'est pas sur les sujets que l'on traite d'actualité. D'abord, sur les tests antigéniques. Un point qui est important, c'est de ne pas faire de tests antigéniques quand une personne revient d'une zone à risque avec une circulation de variants, donc que ce soit maintenant l'Inde, que ce soit bien sûr toute l'Amérique du Sud avec le variant brésilien, ou tout ce qui revient également d'Afrique du Sud, hein, avec le variant sud-africain. Donc là, c'est les PCR qui doivent être priorisés, et donc on ne fait pas de tests antigéniques, y compris pour les patients en contact qui ont été en contact avec des personnes qui reviennent de ces pays. Autre point où on a beaucoup de questions, ce sont les tests avec le prélèvement salivaire. Les pouvoirs publics considèrent que le prélèvement salivaire doit être fait en dernière intention. C'est-à-dire dans les cas où on n'arrive pas à avoir un prélèvement facile avec un nasopharyngé chez les petits-enfants. Donc en ville, certains laboratoires pratiquent ces tests salivaires, mais ça reste l'exception. Donc en officine, c'est extrêmement compliqué, sauf vraiment à avoir un accord particulier avec un laboratoire, mais on ne fait pas de prélèvement salivaire en officine. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans les écoles, les prélèvements salivaires n'arrivent pas vraiment à rentrer dans une stratégie. On voit bien qu'on risque d'avoir beaucoup de faux négatifs. Sur le prélèvement nasal, on n'a pas l'autorisation aujourd'hui de faire un prélèvement nasal à l'officine. Donc c'est préconisé par l'HAS sous certaines conditions, mais ce prélèvement nasal n'a pas été validé, ni en termes d'autorisation, ni en termes de prix, comme étant une alternative au prélèvement nasopharyngé à l'officine quand on fait un test antigénique. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous verrons bien, je pense que ça va évoluer, hein, mais ça se fera sous certaines conditions, vraiment quand le prélèvement nasopharyngé est impossible. Mais on sait tous que le prélèvement nasal, notamment sur les asymptomatiques, est moins sensible et risque de faire passer des faux négatifs sur la détection en test antigénique de certains patients. Sur les symptomatiques, il y a un petit peu moins de différence entre les tests, entre le prélèvement nasal ou le prélèvement nasopharyngé, mais voilà. Donc attention voilà, à ne pas faire des prélèvements nasaux à la place des prélèvements nasopharyngés aujourd'hui. Sur ce qui concerne les autotests. Les autotests, donc, ils sont disponibles depuis le 12 avril en officine, donc on peut les délivrer. Et il y a deux types de patients à qui on peut délivrer. Il y a les patients classiques, à la seule condition qu'ils aient plus de 15 ans, qu'ils ne soient pas symptomatiques et qu'ils ne soient pas patients contact. On sait que l'HAS est en train d'autoriser, enfin de préconiser, elle a donné un avis en disant que les autotests ou le prélèvement nasal pourraient être utilisés pour les moins de 15 ans, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'avis, un arrêté ou le DGS urgent qui autorise en dessous de 15 ans ce type de prélèvement ou d'utilisation d'autotests. Pour ces autotests, on a fait une enquête. L'USPO a fait une enquête. Je vois que Bénédicte a disparu, mais bon, voilà, je ne sais pas ce qui se passe sur l'affichage. J'espère que vous nous voyez bien. C'est bon. Sur l'USPO a fait une enquête assez rapidement. Là, elle est en cours. Il y a déjà 1800 personnes qui ont répondu, donc je vous demande de répondre à cette enquête. Vous la trouverez sur le site de l'USPO
ou sur les mails qu'on vous a envoyés, parce que nous avons une attaque sur les autotests, bien sûr, de la grande distribution qui n'a toujours pas digéré que ce soit uniquement réservé au secteur santé. Parce que c'est ça, c'est pas aux officines que c'est réservé. C'est réservé dans une stratégie santé. On le voit bien avec les ARS dans les écoles et on le voit en officine pour pas en faire un outil qui serait mal utilisé. Et donc, dans cette enquête, je vous donne les premiers résultats sur ces 1800 premières réponses. 97% des pharmaciens ont référencé des tests. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la profession, voilà, les a référencés, malgré une baisse de prix à venir au 15 mai. 68% des pharmaciens, on a déjà dispensé à des personnes qui ont des prises en charge, c'est-à-dire les personnes qui sont aujourd'hui en contact avec des personnes âgées ou personnes handicapées, qui ont de CESU, qui travaillent dans les SIAD, et donc il y a déjà une dispensation pour 68% des pharmaciens, pour ces personnes qui les ont gratuitement à raison de 10 tests par mois. 92% des pharmaciens on a déjà dispensé aux personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie prise en charge et donc qui les ont achetés. 54% des pharmaciens ont été confrontés à des demandes non conformes, c'est-à-dire des personnes qui étaient symptomatiques ou qui étaient contacts. Et dans 92% des cas, les pharmaciens ont refusé de délivrer ces tests et les ont orientés vers des tests antigéniques ou des tests PCR, ou ont proposé dans leur propre officine la réalisation d'un test antigénique. On voit bien que, au regard de cette enquête, et merci à ceux qui ont déjà répondu, mais il faut qu'on soit plus nombreux à répondre, eh bien, on va pouvoir montrer au ministère que d'abord le réseau fait son boulot, parce qu'il a référencé des tests, qu'il les dispense aux deux catégories, que ce soit gratuitement ou que ce soit payant, et qu'en plus, ils refusent à 92%, et ils ont formé leur équipe pour que quand la personne fait une demande non conforme dans l'utilisation des autotests, elle ne puisse pas les avoir et donc d'avoir un refus de vente, ce que ne fera jamais la grande distribution. Elle sera plutôt en promo à prix coûtant, et si vous en achetez 30 boîtes, il n'y a pas de problème, même si c'est pour aller faire à la fête. Donc voilà, répondez, on va en avoir besoin parce que le lobbying de la grande distribution continue et on vous avait promis de se bagarrer contre ça. Voilà, on le fait et on le fait avec vous grâce à cette enquête. Ensuite, quelle sera la place de ces autotests et du prélèvement nasal à venir dans la stratégie du pass sanitaire? Tout ça n'est pas encore complètement défini. Mais ce que l'on pressent quand même, c'est que le pass sanitaire va exister. Ça, c'est une évidence. Il va exister, ce qui est sûr, c'est pour les grands spectacles, les différents festivals d'été, où voilà, il va y avoir du dépistage avant l'entrée dans ces salles. Hein. C'est ce qui a été fait à Liverpool avec des tests. Là, pour l'instant, c'était des tests PCR. Et on voit bien que ce ne sera pas possible de le faire qu'avec des tests PCR. Et on voit bien que s'il y a un pass sanitaire, il faudra que ce soit validé par un professionnel de santé. Ça ne pourra pas être l'autotest. Donc, la stratégie des tests antigéniques, avec peut-être un prélèvement nasal ou nasopharyngé, on verra, certainement sera utile pour ce pass sanitaire avec l'élaboration d'un document papier qui pourra éventuellement sortir un QR code ou un QR code présent sur le smartphone des patients. Donc, ça veut dire que c'est sous la responsabilité d'un professionnel de santé où on pourra dire cette personne est vaccinée. Cette personne vient de se faire détester il y a moins de 24 heures et elle est négative. Et on voit bien que ça ne peut pas être des autotests ou que ça ne peut pas être la grande distribution qui peut rentrer sur ce type de stratégie. Donc on attend les arbitrages. Hein, voilà. Après, est-ce que dans un bistrot, ce sera le cas? Est-ce que dans un restaurant, ce sera le cas? Pour l'instant, ce n'est pas la piste qui est choisie, hein, qui est privilégiée. Ce sera plutôt libre. Mais on verra. En tout cas, nous, on est prêts, on est positionnés pour répondre
à casser ces chaînes de contamination et éviter que des clusters se créent à l'occasion de rassemblements. Ce qui permettra peut-être de pouvoir faire des choses cet été et de pouvoir participer à des spectacles. Concernant les tests antigéniques avec le prélèvement nasopharyngé, ce que nous faisons, ce que plus de 12 000 pharmaciens réalisent dans leurs officines, avec un grand succès. Mais enfin, les tests antigéniques, c'est 30% du marché par rapport au PCR. Hein. D'accord? Donc, c'est pas non plus, on n'est pas venu utiliser tout l'espace du dépistage. Là, au lieu de 33,49, si mes souvenirs sont bons, qui incluait à la fois le prélèvement et à la fois la réalisation du test et le rendu des résultats, au 1er mai, donc hier, c'est passé à 28,99 €. Donc ça, c'est l'arrêté qui le prévoit, qui est sorti le 30 avril. Alors apparemment, il y a 2 centimes d'écart avec le site Amélie. Ils sont en train de regarder pourquoi il y a 2 centimes d'écart. Donc ça ferait d'un côté 29,01, de l'autre côté 28,99. Ça, c'est au 1er mai. Et à partir du 1er juillet, ça tombera à 25,01 €. Les infirmiers et les médecins vont suivre 25,01, mais pour eux, applicable d'emblée 25,01 au 1er juin. Voilà ce qui est en train de se tramer. Et donc, il y aura certainement un arrêté qui va sortir pour eux pour que ce soit applicable au 1er juin. Donc, nous, on a essayé d'amortir l'affaire sur les 2 mois en essayant de rester aux alentours de 30 € comme nous étions engagés au dernier webinaire. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on n'est pas arrivé à rester aux alentours de 30 €? Mais parce que l'USPO s'est bagarré toute seule. Et que l'autre syndicat, et d'ailleurs j'ai vu un communiqué de presse paru vendredi, qui dit en gros, il y a des choses qui sont bien payées, il y a des choses qui ne sont pas bien payées, donc sous-entendu les tests antigéniques sont bien payés, donc c'est normal qu'ils baissent, et nous, l'autre syndicat négociera des augmentations de choses qui sont mal payées. Et ça s'appelle lâcher la proie pour l'ombre. À quel moment il y a une ouverture de négociation pour discuter de revalorisation d'autres actes pharmaceutiques? Il n'y a pas. Il y a un engagement de l'assurance maladie. Il y a des garanties qui ont été prises par la FSPF pour négocier d'autres choses? Non, rien. Simplement, pendant la négociation, quand vous dites ça au directeur de l'assurance maladie, que vous dites que vous acceptez parce qu'il y a des choses qui sont trop payées, ben pour lui, c'est clair. La FSPF accepte une baisse qui sera à 25 € et l'USPO essaie de se bagarrer seul pour empêcher cette baisse. D'où voilà, 2 mois de gagné avec une étape à 29 €. Pour rappel qu'on n'est pas tombé d'hier. Nous, on vous a demandé de faire on vous a fait faire une enquête en vous disant si c'est aux alentours de 30 €, il y avait 40% des pharmaciens qui se désengageaient. Et si on était aux alentours de 25-26 €, il y avait 75% des pharmaciens qui se désengageaient. Donc on verra ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin. Est-ce qu'il y aura autant de pharmaciens qui proposeront, pendant cette période, de faire des tests? Est-ce qu'ils en feront aussi le samedi, quand les laboratoires n'en font pas? Est-ce qu'ils accepteront de le faire au moment de la reprise d'activité, au vu des tarifs qui sont proposés? On verra. On verra le mois de mai et le mois de juin ce qui se passe. Et on verra si l'arrêté doit continuer à s'appliquer. Parce que si on remplace des tests antigéniques faciles à faire par une absence de test et donc derrière un risque de contamination parce qu'on a un accès difficile au dépistage en France, et si ça se remplace par des tests PCR qui coûtent beaucoup plus cher, eh bien je crois que les pouvoirs publics auront perdu leur pari.
Donc, on verra le résultat. En tout cas, voilà, nous, on est transparents, on vous dit ce qu'on a fait. Et c'est pas aujourd'hui qu'on vous le dit, hein, après la parution de l'arrêté. On vous le dit depuis le début, depuis pratiquement 3 semaines. Et voilà, étape par étape, on vous a tenu informé de notre discussion et du manque de solidarité de notre syndicat dans ce combat, alors que ce travail est un travail qui devrait être reconnu par les pouvoirs publics comme étant un travail efficace, et d'avoir ouvert le dépistage à la profession comme on l'a fait sur les trous d'angine et comme on espère le faire demain sur le dépistage du cancer colorectal ou sur d'autres dépistages, est une véritable stratégie de l'USPO dans l'élargissement des compétences du pharmacien. Mais si c'est pour faire du dépistage de façon, je dirais, low cost, parce qu'on ne respecte pas le travail du pharmacien, qu'il a établi un diagnostic. Sur le test antigénique, c'est pas juste une alerte. Votre diabète ne va pas bien, votre cholestérol ne va pas bien. Là, on pose un diagnostic. On prend une responsabilité. On inscrit le patient dans un isolement. On prescrit le patient dans un confinement. Et là, certains ont dit c'est trop payé. Merci la FSPF. Merci Monsieur Bessé. Ça, c'est trop payé d'avoir cette responsabilité d'engager un diagnostic au niveau de la pharmacie. Ben, je regrette. Ça s'appelle abandonner le combat syndical. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, quand il n'y a pas de solidarité entre les deux syndicats, quand l'autre syndicat abandonne l'affaire, eh bien, on a le résultat que l'on a aujourd'hui. 25 € au 1er juillet. Et une étape à 29 pendant 2 mois, parce qu'il n'y a que ça qu'on a pu obtenir, parce qu'il n'y avait pas la solidarité. Donc, je ne remercie pas M. Bessé d'avoir baissé les bras de façon aussi rapide et de ne pas s'être battu pour faire respecter le travail de notre profession. Je voudrais également avertir tous les pharmaciens qui sont sollicités aujourd'hui par des sociétés pour capter leur diplôme, pour faire du dépistage avec des barnums organisés par des sociétés qui font soi-disant du clé en main. Clé en main, y compris d'ailleurs l'établissement d'un diagnostic par des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire, puisque dans ce clé en main, le pharmacien n'est pas présent sous la tente. Et donc, quand on rend un diagnostic, c'est que le pharmacien qui peut le rendre. Ce n'est pas un étudiant qui prélève. Ça va mal finir, cette affaire. Ça va très mal finir. Donc moi, je préfère avertir les pharmaciens qui se sont engagés sans faire vraiment attention, se faisant avoir par un discours, où on ne dit pas tout, que c'est leur diplôme qui est engagé. Et que quand ils rendent un résultat par l'intermédiaire d'une autre personne qui n'est pas votre diplôme ou les pharmaciens qui sont employés dans votre pharmacie, vous engagez la responsabilité de votre entreprise. Vous vous engagez vis-à-vis d'un patient qui pourrait porter plainte contre vous, parce que c'est vous qui avez déclaré un patient positif, avec toutes les conséquences que ça a derrière, alors qu'en fait, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc ça s'appelle de l'exercice illégal de la pharmacie. Et si quelqu'un est complice d'exercice illégal de la pharmacie, il peut avoir des conséquences graves sur la suite de sa carrière. Donc je préfère vous le dire, il y a 2 fois que je vous avertis, et je pense qu'il va se passer des choses dans des enquêtes qui vont être réalisées autour de ces barnums, comment les choses sont faites aujourd'hui vis-à-vis des patients. Et je ne parle pas de ceux qui, carrément, alpaguent le passant en disant « Vous voulez faire un test? Rentrez, venez faire un test. » Là, on est dans un monde qui ne dessert pas l'image de la profession. Donc, faites très attention et désengagez-vous rapidement de ce type d'accord que vous avez pu conclure avec un certain nombre de sociétés.
Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est test et dépistage? Bénédicte. Oui, alors il y a aussi beaucoup d'énervement sur la baisse des prix. Donc voilà, il y a des demandes, enfin les gens expliquent que c'est très chronophage, bon, voilà, tout ce que vous avez expliqué, et que on n'est pas très bien remercié par l'État de faire baisser les prix. Et j'ai aussi des demandes donc d'actions. Que comptez-vous faire pour manifester notre mécontentement? J'ai des propositions de grève et j'ai aussi des gens qui me disent et qui ne savent pas quoi faire face à cette baisse et qui ne savent pas comment répondre. Est-ce qu'ils doivent arrêter de réaliser des tests? Alors, dans une situation de crise, hein, c'est compliqué d'organiser une action dite répressive. Nous, on a averti les pouvoirs publics que 40% des pharmaciens risquaient d'arrêter. S'il y a une baisse significative du nombre de pharmaciens qui ne font plus des tests ou qui n'en proposent plus, on verra si l'enquête de l'USPO était une enquête juste pour faire peur ou la réalité du terrain. Moi, je sais qu'un certain nombre de pharmaciens vont arrêter parce que ça pèse dans l'activité. Parce que quand vous devez vous isoler, vous équiper pour faire quelques tests dans la journée et que vous faites ça sans prendre de rendez-vous parce que vous répondez à la demande, y compris parfois les jours de garde, alors qu'on n'a pas été, on nous a dit que les jours de garde, eh bien, on serait payé comme les autres jours, alors que les médecins qui font de la vaccination dans des centres, les jours de garde sont payés 25% de plus, eh bien, voilà, ils vont. Nous, on a alerté, nous, on a fait notre boulot de syndicaliste. Après, c'est l'autre syndicat qui nous a abandonnés. Donc, si vous êtes adhérent à notre syndicat, eh bien, parlez-leur du pays, quoi. N'adhérez plus à ce syndicat. Il n'a pas fait le boulot. Il a vendu notre compétence en acceptant une baisse de plus de 20%. Franchement, quoi. Donc, si l'USPO lance une action, l'autre syndicat va la dégommer, comme il avait déjà fait quand on manifestait. Donc, on va se moquer de nous. Donc, si vous devez déjà réagir, d'abord, vous voyez, vous, avec votre équipe, ce que vous devez continuer à faire, avec une prévision de baisse jusqu'à 25 € au 1er juillet. Voilà. Vous pouvez remonter ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer un courrier au ministère en expliquant au ministère que, voilà, que c'est irrespectueux de la part de la profession, de la part du ministère, de baisser ses tarifs à ce point, alors que nous, on est dans l'artisanat. C'est ce qu'on a expliqué, et on n'a pas été entendu. Ils veulent faire des économies. C'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de relever les compteurs et de voir où c'est qu'ils veulent faire des économies. Quand on paye les médecins pour vacciner dans des centres de vaccination 100 € de l'heure, ben, on se sert sur les tags des pharmaciens pour continuer à payer des gens retraités et nous empêcher de vacciner. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez envoyer un mail au ministère, un courrier au ministère pour protester, à l'assurance maladie. Vous pouvez, à l'assurance maladie, au directeur de l'assurance maladie, montrer votre mécontentement. Et vous voyez, un arrêté, ça se change. Quand ça va trop loin, ça peut se changer. Et puis surtout, voilà, engueuler BC, hein, parce que c'est lui qui nous a plantés. Parce que si on avait été solidaire dans cette affaire, eh bien, ça ne serait pas passé comme ça. Je vous rappelle qu'au mois de novembre, quand il a fallu fixer le tarif, la Fédé avait accepté 30 € et l'USPO demandait 40. On a fini à 34, puisqu'il y avait à l'époque la TVA. Voilà, c'est ça le combat syndical. C'est de ne pas se laisser faire. Donc notre syndicat, sur les tags, il n'a jamais été bon. Et là, il est particulièrement mauvais, médiocre. Et il a fait ça d'ailleurs sans vous demander votre avis. Hein. À quel moment il a consulté la profession? Lui? Jamais. À quel moment il a dit que lui, il acceptait 25 €?
Jamais. Nous, on a fait le job. Nous, on vous a interrogé. Alors, d'autres questions. J'ai des questions sur... j'ai déjà envoyé un mail au ministère. Parfait, mais continuez. plus ils en recevront, plus ils comprendront que ça ne va pas du tout. D'autant plus qu'ils n'ont pas encore baissé les PCR, alors ils vont les envisager. Ils envisagent. Et si on sert, nous, de levier pour que les PCR baissent, moi, ça ne m'intéresse pas d'être instrumentalisé. Hein. Moi, je pense aux pharmaciens qui s'équipent et qui passent pas un quart d'heure, plus. Ce qu'on a expliqué au ministère, c'est que nous, on rend le résultat à la personne, physiquement. D'abord, on s'expose. Les biologistes, ils ne s'exposent pas. C'est pas eux qui font le prélèvement. Ils font faire les prélèvements par des jeunes. Nous, on est en face de patients. Hein. On s'équipe et on s'expose. Et en plus, on rend le résultat. Et quand on rend le résultat, on y met du temps. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est positif, ça prend du temps. Quand on lui dit qu'il faut qu'il amène immédiatement tous les contacts qu'il a eus, notamment ses contacts familiaux, immédiatement, et que la famille débarque, eh ben vous faites le boulot, quoi. Le biologiste, lui, il envoie un SMS à 10 h du soir. Positif, négatif. Après que le patient ait compris ce que ça veut dire, positif, apparemment, pour lui, c'est plus son problème. Pour nous, oui. Et ça, on ne fait pas la différence. Les biologistes, avec la recherche du variant, bah, je peux dire que voilà, la machine elle est largement rentabilisée. Hein. Nous, c'est de l'artisanat. Nous, c'est du temps personnel. C'est voilà, et ça, c'est pas, on ne peut pas l'automatiser. Hein. Et de ne pas comprendre ça, et pour l'autre syndicat de ne pas l'avoir défendu, alors que les arguments sont évidents, c'est minable, quoi. Vraiment minable. Donc, ministère et assurance maladie, voilà, s'ils reçoivent 2000 lettres ou 2000 mails, ça leur fera du bien. Quelle part entre l'infirmier et le pharmacien quand on fait le test antigénique en binôme? Eh bien, le prélèvement est resté à 9,60. Donc, ça veut dire que si on fait en binôme et que l'accord, c'est le prélèvement pour l'infirmier et le test pour le pharmacien, eh bien, ça veut dire que, alors, je regarde, ça fait 12,60 sans prélèvement, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, c'est 12,60 et plus le test, donc ça fait 28, 29 et 9,60. En gros, vous enlevez 9,60 du tarif. Par contre, le test, c'est vous qui le payez, quoi. Donc, si c'est 29, eh bien, vous enlevez 9,60 de 29, qui est donné à l'infirmier. Et quand ce sera 25, il faudra enlever également 9,60 pour le prélèvement. Donc, il ne reste plus grand-chose. Hein. Quelle est la place des tests antigéniques concernant les variants brésiliens et indiens? Alors, clairement, les tests antigéniques ne doivent pas être réalisés pour des personnes qui reviennent d'Inde ou qui reviennent d'Amérique du Sud. Et de Guyane, enfin, avec la Guyane comme cas particulier. Donc là, on fait directement un RT-PCR. Et la stratégie reste toujours la même, hein, c'est-à-dire que quelle que soit la situation géographique du patient, s'il y a un test positif, il faut absolument faire un PCR derrière pour regarder quel est le variant qui doit être détecté, sachant que voilà, on est maintenant pratiquement à 90% de variants anglais et qu'on est à 2-3% de variants entre le brésilien et l'africain, sauf dans certaines régions. Bon, voilà le cas particulier de la Moselle, mais Pierre en parlera tout à l'heure, et un petit peu l'Île-de-France, où le variant brésilien et sud-africain
aux alentours de 5, entre 5 et 8% aux dernières informations, donc il est un petit peu plus important. Mais le variant anglais, il est à 90% maintenant, il a pris toute la part. Mais donc positif, PCR derrière. C'est un criblage, prélèvement de criblage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faites un test antigénique positif, derrière, si vous êtes mis d'accord avec un laboratoire, vous pouvez faire le prélèvement à fin de criblage. Et les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, beaucoup n'acceptent pas que le pharmacien fasse le prélèvement pour le criblage. Ils veulent le refaire eux pour pouvoir refaire un PCR derrière et donc facturer 60 € et en plus faire la recherche de variants. Donc ça veut dire que les laboratoires ont tendance à doubler le test antigénique par un PCR, puisque le laboratoire qui fait le PCR gagne un PCR, et celui qui fait le variant, c'est souvent pas le laboratoire lui-même, c'est un autre laboratoire qui recueille le prélèvement, et donc en gros le laboratoire ne gagnerait rien, et donc en fait il souhaite faire le prélèvement pour faire un PCR derrière, ce qui est non conforme aux recommandations des pouvoirs publics. Et quand on a une convention avec un laboratoire, est-ce que le laboratoire doit nous informer du résultat? Si vous avez un accord avec le laboratoire, vous pouvez, mais il n'est pas tenu de le faire. Remboursement des Par contre, tests. vous pouvez peut-être le regarder, je ne sais pas si c'est possible, mais quand vous faites l'enregistrement sur le contact tracing, si vous avez fait le contact tracing, hein, donc pour signaler que vous aviez un positif et les personnes qui étaient en contact avec lui, si vous êtes l'initiateur de cette fiche, il y a des informations, le variant est prévu, mais je ne sais pas si quand il est enrichi par le laboratoire, vous y avez accès ou si ça reste masqué, je ne le sais pas. En tout cas, c'est accessible pour le médecin, bien évidemment. Je ne sais pas si c'est accessible pour nous. Est-ce que vous pensez que les tests de dépistage resteront longtemps remboursés par la CPAM et notamment dans le cadre du pass sanitaire? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tant qu'il y a de la circulation du virus, l'intérêt du test antigénique, c'est d'abord de dépister rapidement. Et on voit bien que le dépistage rapide, c'est la stratégie. D'ailleurs, regardez les autotests. C'est pour faire du dépistage de masse et faire du dépistage de façon itérative, c'est-à-dire répétitive. Donc, la stratégie du dépistage, tant qu'il y a la circulation du virus, est une stratégie efficace. La différence avec les autres pays, c'est que la France les a entièrement remboursés. Et vous allez dans d'autres pays, vous allez en Espagne, si vous voulez faire un test PCR, ça vous coûte 150 € par remboursé par l'Espagne. Hein. En Allemagne, c'est pas entièrement remboursé. C'est pour ça que les autotests ont pris en Allemagne. Parce que les tests antigéniques et les tests PCR n'étaient pas remboursés. Ou pas bien remboursés, en tout cas avec des restes à charge. Donc la France a choisi cette stratégie, je pense qu'elle est bonne. Parce que c'est comme ça qu'on casse. Le principe, c'est casser la chaîne de contamination pour confiner que les patients positifs et pas confiner la France entière. Déjà la stratégie. Je trouve que ça a du sens. Voilà, le tout, c'est d'avoir des professionnels qui se mobilisent pour pouvoir le faire. Ben, ça a été le cas. D'ailleurs, quand on regarde, c'était ouvert aux médecins, aux dentistes, aux infirmiers, aux pharmaciens, aux kinés. Tout le monde pouvait faire des tests antigéniques. 80% des tests antigéniques réalisés, ce sont les pharmaciens qui le font. Profession bien organisée, profession de proximité, profession accessible, y compris sans rendez-vous. Voilà, la qualité de notre profession. Donc ça, il faut savoir le défendre quand on est un syndicaliste. Est-ce que les tests vont rester remboursés pour les étrangers? Je pense que oui, pour l'instant, parce que de toute manière, l'objectif, c'est de casser la circulation du virus pour les personnes qui sont en France, qui sont sur le sol français. Donc si cet été, on a des Anglais qui reviennent, eh bien, si à un moment, ces personnes ont des symptômes, eh bien, ou se sont retrouvés dans un cluster familial, c'est important de les dépister pour éviter qu'ils contaminent, parce que malheureusement, ils contamineront pas, ils ne vont pas contaminer que les étrangers, hein, ils vont contaminer tout le monde. Donc, oui, il n'y a pas de raison.
Pour finir sur les variants, on n'a pas parlé du variant breton. Et j'ai une Ouais. personne qui demande combien de temps avant de déterminer si c'est un variant d'intérêt. Et Ben, écoutez, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins de ce variant breton. C'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles sur ce variant. Est-ce qu'il arrive à prendre de la place en Bretagne? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je n'en entends plus parler. En tout cas, au niveau des pouvoirs publics, on n'entend plus parler. Ah oui. Cette personne me dit que en Bretagne, les tests antigéniques sont interdits sur prélèvement nasopharyngé, mais pour nous, c'était pas interdit en fait. Enfin, Non, non, ils sont pas forcément interdits, hein. C'est vrai qu'il y a une question qui s'est posée. Est-ce que, avec le variant breton, est-ce que les tests antigéniques et les tests PCR étaient suffisamment fiables? Hmm. Euh, et j'ai pas eu de retour. Donc, il y avait des questions qui s'étaient posées sur la fiabilité de ces tests vis-à-vis du variant breton, mais on n'a pas eu de retour. Sinon, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on ne piste plus en Bretagne ou autour du département qui était concerné et qu'il n'y a plus de tests antigéniques. Ça n'a pas été la consigne qui a été donnée. Apparemment sur Lannion et Morlaix. Mais elle a des documents qu'elle va nous envoyer, donc normalement. Ouais, mais si c'était juste sur la commune, et est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça a été juste une position de l'ARS ou est-ce que ça a été une position de la Direction générale de la santé? Mais c'est vrai qu'ils ont au départ privilégié les PCR, mais est-ce qu'il y avait vraiment l'interdiction de faire des tests antigéniques? Moi, en tout cas, je n'ai pas eu cette information de la part de la Direction générale de la santé. Apparemment, enfin là, il y en a plusieurs qui doivent y voir pas mal de Bretons parce qu'ils répondent tous. Et ils écrivent position ARS Bretagne, Lannion, Morlaix. Ouais, mais c'est pour la région de Morlaix, c'est la position de l'ARS. Mais on va poser la question au ministère pour voir si est-ce que c'était une interdiction ou c'était une privilégier les PCR. Vive la Bretagne. Ah, oui, oui. Euh, Mais je après, mais je sais pas si ce variant prospère beaucoup. Je ne sais pas. Enfin, on n'entend plus trop parler au niveau du ministère de la Santé. est-ce que c'est normal d'avoir des indus sur quand on facture pour des patients fictifs et comment facturer un test antigénique pour les personnes étrangères? Ça, il y a toutes ces informations sur le site de l'USPO, mais Ouais. Non, non, mais il n'y a pas fait si vous le faites avec un patient fictif, ce qui peut arriver parfois, hein. Donc bien sûr pour des personnes étrangères, hein, voilà. Après vous avez vous le document que vous avez scanné qui permet d'identifier la personne, hein. Parfois on sait que quand on fait du dégradé, malheureusement, quand on n'a pas la carte vitale, parfois c'est compliqué. Et sur des ayants droit, il y a des changements de régime, mais il n'y a aucune raison que ce soit un indu sur les patients fictifs. Bien évidemment, le patient fictif reste un patient exceptionnel, hein. Si vous facturez tout un fictif, ça ne va pas faire. Donc, non, il n'y a aucune raison. Vous le faites classique avec, bien sûr, auprès de l'assurance maladie de votre département, hein, la CPAM de votre département. Il faut bien vérifier que ce soit bien le patient fictif, parce que on a plusieurs patients fictifs, donc faites bien attention d'utiliser le bon. Donc ça, vous le retrouvez sur le site de l'USPO. Toujours le prescripteur, c'est la pharmacie, et le code EXO 3 à la facturation. Et si vous faites du recyclage, puisque vous avez la date à laquelle vous avez fait le test, si c'est avant le 1er mai, vous recyclez à l'ancien tarif, bien évidemment. les variants ne sont pas inscrits sur Amélie Pro, apparemment. J'ai des réponses des pharmaciens. Ah, d'accord. Sur le contact tracing, c'est sur le contact tracing hein, qu'il faut aller chercher. Sur un patient qu'on a nous-mêmes renseigné, je sais qu'il y a une case variant, mais je ne sais pas si elle est accessible quand on va regarder l'historique. Ouais, sur les autotests, c'est difficile de demander le bulletin de salaire comme preuve pour délivrer les autotests aux professionnels. Est-ce qu'une attestation professionnelle peut suffire? En fait, il faut avoir le CESU.
hein, le CESU, je sais que toutes les personnes ont reçu de la part de l'URSSAF une information leur disant qu'ils avaient droit à 10 autotests par mois. Donc avec le CESU, ça suffit, hein, puisque là on a le contrat d'emploi. Quand on est dans des situations où c'est une personne qui travaille par exemple pour un SIAD, ben là on est obligé d'avoir un bulletin de salaire et toujours la pièce d'identité pour s'assurer que c'est la bonne personne qui vient chercher le test. Voilà. Donc le bulletin de salaire, c'est pour ceux qui travaillent dans des structures d'aide familiale, etc. Pour les autres, ceux qui sont employés par la personne dans le cadre d'emploi CESU, le CESU suffit. Bien, Oui, bien c'est pas rappeler facile. là que c'est bien rappeler que là c'est 10 tests par mois par personne et pas par personne chez qui le salarié va. Contrairement au masque, où on avait droit à une boîte de masques, une boîte de 50 masques par personne où on allait travailler. Là, c'est 10 tests réservés uniquement à la personne, quel que soit le nombre d'employeurs. Employeur, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut scanner ces documents? Ouais, ouais. Scannez-les. Scannez-les et voilà, vous les mettez. Alors normalement, vous les gardez en mémoire, hein, mais vous pouvez le scanner et le mettre avec la FSE. Hein. Voilà. De toute manière, c'est ce qu'on faisait pour les masques. Hein. Au moins, comme ça, si jamais à un moment il y a des contrôles, eh bien, vous pourrez apporter la preuve que la personne vous a présenté des documents qui permettaient d'avoir accès gratuitement à ces tests. Mais juste puisqu'on est sur les autotests, moi je suis là aussi hein, très franchement, la profession, on fait le job. Hein. Quand on savait qu'on aurait des demandes non conformes, plus de 50%. Voilà, je suis contact, j'ai pas envie de me faire le gratouiller le nez, je veux faire un autotest. Non, non. Je suis symptomatique, j'ai mal à la tête, je viens chercher des autotests à la pharmacie. Non. Et 92% des pharmaciens font le boulot en proposant des tests antigéniques. Donc voilà, continuons à donner cette image de professionnels de santé. Et d'ailleurs, vous avez vu, l'USPO Bagarré, il ne faut pas que les tests soient sur Internet et soient derrière le comptoir. Voilà, parce qu'on en fait une stratégie de bon usage et pas une stratégie de consommation, contrairement à la grande distribution. Donc continuez et bravo de faire ce travail comme il faut. Et puis les patients qui viennent à l'officine en disant qu'ils préféreraient un test nasal à un test nasopharyngé parce que moins invasif et moins désagréable, quand on leur explique comment il faut faire un prélèvement nasal, comment bien le faire, ça doit durer 15 secondes par narine, être enfoncé jusque quasiment à la base du nez et changer de narine après, généralement ils disent bon, prélèvement nasopharyngé, c'est pas si mal. Pour les entreprises qui souhaitent rechercher des cas contacts, est-ce que l'entreprise doit payer les tests ou la Sécu? Ça a toujours été ambigu. Ça a toujours été ambigu. Quand c'est des grosses entreprises, hein, en général, les gros clusters ou les potentiels gros clusters sont gérés avec l'ARS. Quand c'est des petites entreprises, très difficile hein, de savoir si c'est un assureur avec 8 salariés et qui décide de faire tester parce qu'il y a eu un cas suspect dans son entreprise. De toute manière, s'ils viennent à titre individuel, ils sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est très compliqué. Alors on peut dire ah non non ça c'est pas bien, il faut que ce soit l'entreprise qui paye. Dans la vraie vie, hein, c'est pas comme ça, sauf les grosses boîtes. Les autotests non pris en charge peuvent-ils être vendus par 5? Par 5, c'est-à-dire 5 boîtes ou 5 tests? Par 5 tests, autotests. Alors, ils sont vendus de toute manière, conditionnés par la quantité qui a été conditionnée par le laboratoire. Donc, si c'est 5 tests, on ne déconditionne pas, on ne vend pas un test individuel. Voilà, si c'était ça la question qui est sous-jacente, on ne déconditionne pas. Voilà, s'il y a 5 tests, aujourd'hui, la boîte, elle fait 30 €. Il y a la notice à l'intérieur, il y a les explications à l'intérieur, il y a la conformité qui est indiquée sur l'emballage externe, et c'est ça qui doit être délivré avec des conseils aux pharmaciens. On ne délivre pas un test seul.
Et si quelqu'un en veut plusieurs boîtes, parce que voilà, elle va voir une personne à l'hôpital et qu'elle veut se tester 2 fois par semaine et qu'ils sont plusieurs dans la famille à aller voir cette personne, bien sûr, que l'on peut délivrer pour voilà, qu'ils puissent se tester au moins 2 fois par semaine pour sécuriser leur visite auprès d'une personne fragile ou une personne hospitalisée ou une personne en EHPAD, si c'est cette stratégie qu'ils souhaitent mettre en place. L'objectif, c'est quand on fait des autotests, il faut le faire 2 fois par semaine. Maintenant, juste un point, hein, si vous avez des ados qui débarquent en disant on va faire une teuf et on veut se tester, là, il va falloir leur expliquer que c'est pas autorisé, quoi. A-t-on le droit de vendre des autotests en grande quantité aux entreprises qui nous en font la demande? Oui, si les conditions d'utilisation sont bien expliquées. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si, je sais pas moi, toujours pareil, je ne sais pas pourquoi je prends les assureurs, mais je peux prendre une banque. Si les personnes veulent voilà, passer d'un télétravail à un travail en présentiel et préfèrent sécuriser l'arrivée de salariés qui font moins de télétravail et qui souhaitent tester voilà, des personnes qui sont bien sûr asymptomatiques et qui n'ont pas été déclarés patients contact et qui ont plus de 15 ans, bien, ils peuvent le faire, oui, bien évidemment. J'ai une personne qui me dit qu'on ne peut pas modifier la fiche d'un patient contact enregistré par un autre professionnel. Seul le déclarant initial a accès aux modifications. Peut-on faire Exact. évoluer cette situation? Un patient contact qui devient positif ne peut pas être signalé sur Amélie. Il faut appeler la Sécu, chronophage, etc. Ouais, je sais. On l'a demandé, pour l'instant, on n'a pas l'autorisation. Et peut-on activer la délivrance des masques pour les cas positifs sur la fiche de déclaration initiale sur Amélie? Aujourd'hui, il faut ressortir pour accéder à la fiche de délivrance masque. Ouais, c'est vrai que c'est mal foutu. Donc, vous pouvez délivrer les masques hein, quand vous dépistez un patient positif, bien sûr, chaque fois, hein, et donc vous le facturez à l'assurance maladie. Mais c'est vrai que pour l'enregistrer sur le contact tracing, apparemment, c'est pas prévu. Et je vous rappelle que s'il y a un patient contact, même s'il est négatif, vous pouvez délivrer 30 masques aussi à ce patient et vous le facturez. Après, c'est l'assurance maladie qui enrichit la fiche en disant j'ai envoyé un SMS à ce patient pour qu'il aille chercher des masques. Mais si vous les avez déjà délivrés, eh bien, l'affaire est Peut-être entendue. juste les tests salivaires. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Interdit ou pas? Oui, oui, j'en Ok, ok, ai pardon, je parlé savais pas. au début, mais Pardon. je vais peut-être le répéter parce que je l'ai fait au tout début. Donc, les tests salivaires ne sont pas poussés par les pouvoirs publics, parce qu'on sait très bien que la qualité du dépistage est moins bonne, hein, c'est-à-dire que la sensibilité est beaucoup plus faible. Donc, ça doit être réservé à des cas très particuliers et pas une facilité. Et donc, certains laboratoires sont autorisés à le faire dans certaines conditions, et certains acteurs peuvent prélever sous certaines conditions. Parfois, certains pharmaciens ont des accords avec les laboratoires, mais ça doit rester quelque chose d'exceptionnel et pas à la place d'eux parce que le nasopharyngé me fait peur. Donc, et on voit bien que dans les écoles, c'est utilisé bien sûr pour les enfants en bas âge, mais que c'est pas la solution qui est poussée par les pouvoirs publics parce que beaucoup de risques de faux négatifs. Donc, peut-être que le prélèvement nasal, en fonction de ses évolutions, à la fois dans les écoles pour les moins de 15 ans, hein, c'est ce que préconise l'HAS, et peut-être en ville, dans des cas aussi particuliers, seront plutôt à privilégier un prélèvement nasal quand le test antigénique avec un prélèvement nasopharyngé n'est pas possible pour des raisons anatomiques ou pour des raisons, voilà. Mais pour en avoir fait chez des gamins de 7-8 ans, ça se passe bien, hein. Le prélèvement nasopharyngé, pas toujours facile, hein, mais voilà, ça, on y arrive. Et là, on sait qu'on est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on peut rectifier quand on s'est trompé, qu'on a écrit que c'était un test négatif? Est-ce que en fait, c'était pas négatif? Non, non, c'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar et ça, on n'y arrive pas. Donc, à la limite, il faut refaire une saisie en mettant négatif. Il faut peut-être envoyer un message à SIDEP hein, pour leur signaler l'erreur
mais ce n'est pas prévu. Une fois que, d'ailleurs, ils mettent toujours un pavé hein, en disant attention, là vous allez saisir le résultat, ce sera définitif. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on se trompe, mais on ne peut pas rectifier malheureusement. Si jamais il y a une erreur, il faut effectivement les appeler, faire annuler le dossier et ressaisir un nouveau dossier. Ouais. Et en les appelant, ça va beaucoup mieux qu'en envoyant un mail. Il faut les appeler de suite. Je vais vous donner une petite astuce sur SIDEP. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui se font dépister. Et que ce soit d'ailleurs vous, un autre pharmacien, le biologiste, le patient peut être en mémoire sur SIDEP. Et donc toutes ces coordonnées peuvent être déjà enregistrées. Donc quand vous êtes sur le premier pavé, à gauche, vous avez la possibilité de taper le numéro de sécurité sociale sans la clé. Ou vous avez la possibilité de taper le nom et le prénom. Je vous le déconseille, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Mais si vous tapez sur le premier pavé le NIR du patient sans la clé, s'il a déjà fait un test antigénique, il est enregistré. Donc là, vous cliquez dessus et donc vous avez toutes ces coordonnées qui sont déjà préenregistrées. Son adresse, sa date de naissance, si c'est un homme ou une femme, et vous allez pouvoir rentrer immédiatement l'information à partir de savoir s'il est en France, s'il est symptomatique, pas asymptomatique, s'il est en logement individuel ou collectif, et puis après, vous allez rentrer positif ou négatif. Voilà, donc ça vous fait gagner du temps. Donc je vous invite à le faire, plutôt que de systématiquement faire nouveau patient et tout retaper. Voilà, donc ça fait gagner pas mal de temps, et vous allez être surpris, parce que vous allez voir que les personnes qui se dépistent sont souvent les mêmes, parce qu'elles ont été contacts, donc ils viennent se dépister 7 jours après. D'autres voilà, ont eu un autre cluster. Voilà, vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps. C'est l'avantage d'avoir des responsables syndicaux comme Pierre et d'autres à l'USPO qui font le job. Hein. Donc voilà, on sait de quoi on parle. Donc si on peut vous filer des petits tuyaux, on vous en fait profiter.